Bonjour à tous. Donc, Carole Layet, je vais me permettre d'avoir quelques transparents ou slides. Alors voilà, j'ai noté sur ce premier transparent docteur en sciences du langage. Non pas parce que j'ai un amour immodéré pour mon doctorat, bien que j'étais assez satisfaite de mon sujet, mais aussi et surtout pour souligner qu'on peut faire de l'intelligence artificielle tout en ayant une spécialité de morphosyntaxe, c'est-à-dire de grammaire. Je suis spécialiste de questions et de la façon dont on pose des questions en français à l'oral, plutôt dans des situations de conversation spontanée, et comment on les pose pour obtenir certaines réponses, pour induire une interaction avec son interlocuteur. Et j'ai fait cette thèse, puisque c'est la base de mes travaux, dans un laboratoire d'informatique, un laboratoire qui est à côté, puisque c'est celui de l'Université du Maine. Et mon objectif, c'était de réussir à comprendre comment fonctionne une conversation orale spontanée, de façon à pouvoir apprendre à un système à correctement gérer, via le dialogue, on va parler de chatbot par exemple, mais aussi à travers la retranscription, la transcription automatique de la parole, à pouvoir gérer cette parole spontanée. Donc voilà, docteur en sciences du langage, mais quand même très intéressé par les questions d'intelligence artificielle. Alors, comment on traite les données dans tout ça, puisqu'on va en avoir besoin pour les systèmes? On les traite d'abord en amont, en les préparant, en les collectant tout d'abord, en les travaillant, en les lissant, en les normalisant et en faisant en sorte que le système puisse les avaler. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude de dire que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques fondées sur des algorithmes, donc c'est des maths, c'est des statistiques, mais en fait c'est des recettes de cuisine, de façon à simuler l'intelligence humaine dans ses productions cognitives. Alors on va faire en sorte que la machine soit en mesure de prendre des décisions et ou d'agir sur le monde, en allumant la lumière par exemple. Mais tout ça ne peut se faire que parce qu'on a à disposition des données, notamment des données d'apprentissage. Donc vous allez entendre aujourd'hui beaucoup parler, on entend parler d'intelligence artificielle, de machine learning. Sauf qu'on a aussi un traitement des données en aval des systèmes, puisque malheureusement ils ne sont pas parfaits et donc ils commettent des erreurs, notamment dans ce qui concerne les systèmes de retranscription de la parole. Et ces erreurs, on peut les analyser de façon à essayer de trouver ce qui cloche dans le système, aussi bien techniquement que généralement dans les données d'apprentissage qu'il a reçues. Donc voilà, un doctorat en sciences du langage, mais qui a pour but de servir, entre guillemets, l'intelligence artificielle, puisque on a cette fameuse notion de machine learning, c'est-à-dire d'apprentissage par les données. L'apprentissage pour les données, pourquoi ? Parce qu'on a eu pendant longtemps, on en a encore d'ailleurs aujourd'hui, il ne faut pas croire que tout se fait par des réseaux de neurones, on a ce qu'on appelle des systèmes experts. Mais pour construire des systèmes experts, on va aussi se fonder sur leurs données, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir à disposition des experts. Et grâce à des exercices de maïeutique, on va déterminer un certain nombre de règles logiques, que l'on va réussir à faire apprendre au système qui va s'améliorer au fur et à mesure des données et qui va pouvoir soit agir sur le monde, soit prendre une décision. Les systèmes experts sont quelque peu en perte de vitesse grâce à des évolutions mathématiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, qui sont liées à l'évanescence du gradient et au fait qu'on arrive aujourd'hui à l'éviter, on arrive à faire des réseaux de neurones. C'est merveilleux, mais ce n'est pas tout neuf. Les réseaux de neurones très profonds sont relativement neufs, entre guillemets, mais les réseaux de neurones existent depuis bien plus longtemps. Ce qu'il faut pour tout ça, ce sont des données, d'où l'importance de ces données. Alors, pourquoi je parle de données ? Vous avez un premier exemple derrière moi de données. Alors, pour le coup, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, mais c'est du traitement de données quand même. Je vous explique pourquoi. C'est ce qu'on appelle un nuage de mots. Je suis aujourd'hui micro-entrepreneur, consultant en intelligence artificielle, et j'ai fait ce nuage de mots pour pouvoir avoir un logo personnel. Et ce nuage de mots est en fait du traitement de données. Du traitement de données, pourquoi ? Parce que j'ai créé un corpus. Alors c'est facile, vous prenez mon manuscrit de thèse, ça fait plus de 300 pages, donc bon, pour le coup, la machine arrive à apprendre des choses. Quelques articles scientifiques, ce que je peux écrire sur mon site, ce que je peux écrire sur LinkedIn, etc. Tout ça crée un corpus autour de ma société, ce qui s'appelle Script Conseil, c'est pour ça que vous le voyez. Et ce corpus, ce sont autant de données langagières que de mots, que de structures de phrases.
Sur ce corpus, on applique quelques traitements. Puisque si je décidais d'utiliser le corpus tel quel, j'aurais quelques soucis liés notamment à la normalisation. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et en fait, l'objectif final, juste avant de vous expliquer ce qu'est la normalisation, c'était de créer un nuage de mots. Un nuage de mots, ce sont l'ensemble des mots les plus utilisés, les occurrences les plus fréquentes, mais d'un point de vue sémantique, d'un point de vue saillance du sens. Donc, pour faire un nuage de mots, on va avoir besoin de bien traiter les données, d'une part en créant une stop list, c'est-à-dire une liste avec des mots ou des expressions qui sont en fait interdites au comptage. C'est-à-dire que je vais expliquer à mon petit logiciel qui va calculer le nombre d'occurrences en fonction du corpus que certains mots, il n'a pas à les compter, ou il les compte, mais il les enlève à la fin sur le traitement final. Voilà. Donc la stop list, qui va être constituée par exemple du verbe être, qui est très utile d'un point de vue grammatical, mais qui ne permet que la coréférence d'un point de vue linguistique, donc je m'en fiche en fait d'un point de vue sémantique, et donc je l'enlève, mais je garde que les mots sémantiquement saillants sur un corpus que j'ai normalisé. La normalisation, pourquoi ? Parce que en français et dans pas mal de langues, vous avez l'opportunité d'utiliser la casse, de recourir à la ponctuation pour par exemple, signifier la question. Et ce sont des choses qui vont avoir des interférences sur la construction morphosyntaxique, sur la structure, en fait, de la phrase. Et pour pouvoir simplement, sémantiquement compter les mots, je vais me passer de la ponctuation et de la casse. Ce qui fait que je vais me retrouver avec des mots qu'il va falloir aussi normaliser, puisque certains perdront leur majuscule et d'autres resteront telles quelles. On peut également décider que toutes les dates doivent être exprimées de la même façon, de façon à ce qu'il y ait un lissage sur la notion de date. Pareil pour un certain nombre d'éléments. Les chiffres, par exemple, vont passer en lettres, de façon à toujours être comptés de la même façon pour ce qu'ils valent en eux-mêmes et par rapport aux autres, mais sans une prépondérance des uns sur les autres. Donc une fois qu'on a fait cette stop list et une fois qu'on a travaillé, on peut demander au petit logiciel, parce que la donnée est bien traitée, de procéder à ce petit nuage de mots, qui n'est pas de l'intelligence artificielle, mais qui est, lui, du traitement de données. Alors comment on passe à l'intelligence artificielle ? On passe toujours à l'intelligence artificielle, au machine learning, avec des données d'apprentissage, puisque l'objectif, c'est de permettre au système une reproductibilité grâce à un entraînement sur un certain nombre de données, voire un nombre certain. On parle aujourd'hui de big data. Alors en fait, les big data, il ne faut pas s'affoler, ça reste des données. Simplement, c'est toutes les données qu'on connecte quotidiennement dans le monde. Donc ça fait beaucoup. On parle de volume, on parle de vélocité, on parle de variété. Vous entendrez parfois parler des 3V sur le big data. Mais en fait, ce qu'il faut retenir sur le big data, c'est que ce sont bel et bien des données. Le souci, c'est que le regard humain d'une seule personne, d'un seul analyste, ne peut pas les embrasser. Et qu'il va donc falloir réussir à étager ces données, à trouver une expression logique pour pouvoir toutes les conserver et les étiqueter en l'absence de regard humain, puisque trop vaste pour pouvoir être porté. Donc voilà un exemple de données, qui est un exemple de données assez facile. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler des petits chats, des petits chiens, des réseaux de neurones, des GAN par exemple, qui arrivent à reconnaître une image de petit chat parce qu'ils ont appris plein de petits chatons. Et c'est un peu plus compliqué quand on leur présente un petit guépard, parce que est-ce que c'est un petit chat, est-ce que c'est pas un petit chat. Donc on alimente au fur et à mesure le système avec des réseaux de neurones pour le rendre robuste à la reconnaissance d'images. Là, c'est un petit peu moins joli, je l'avoue, mais c'est tout aussi didactique. Ce sont des chiffres, puisque pour être capable de faire de la reconnaissance de chiffres, il faut que votre système les connaisse. Et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il connaisse une seule occurrence, une seule façon de le représenter. Il faut qu'il connaisse le maximum de représentation des chiffres. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez un dataset où vous avez, par exemple, toutes les graphies, alors toutes non, mais un certain nombre de graphies possibles pour chaque chiffre, de façon à ce que la reconnaissance d'image, que ce soit un système à base de réseaux de neurones ou pas, soit en mesure de reconnaître en contexte chaque chiffre. Donc l'importance des données, elle est dans le nombre, mais également dans le traitement, dans la façon dont on les présente au système. Je vais sortir un tout petit peu des chiffres pour revenir, et ça va faire écho à ce que disait Gaël tout à l'heure, sur le conversationnel, sur les systèmes de reconnaissance automatique de la parole. Un système de reco, c'est 3 bases de connaissances. Que ça embarque du réseau de neurones ou pas, c'est 3 bases de connaissances. Un modèle de langage qui va modéliser la langue,
donc la suite de mots, la structure, la grammaire pour aller vite. Et puis, un modèle acoustique qui va modéliser les phonèmes d'une langue. En français, c'est pas évident parce que non seulement il y a les sons pour eux-mêmes, ce qu'on va appeler la phonétique, mais il y a aussi ce qu'on appelle la phonologie. C'est-à-dire qu'en français, on arrive à faire des liaisons, on arrive à faire des hiatus, on arrive aussi, pensez à nos amis marseillais, à parfois appuyer certains E, voire en rajouter. J'ai par exemple dans mon dictionnaire de phonétisation un pneu avec un son E bien en amont, de façon à ce que mon système puisse le reconnaître. Et donc, cette difficulté du français nécessite un travail particulier sur le modèle acoustique. On parlait de téléphone tout à l'heure, Gaël avait complètement raison de dire que c'est instantané et qu'un ami qui est en ce moment à Sydney peut entendre et reconnaître ma voix. Toutefois, pour un système de reconnaissance de la parole, le téléphone va demander quelques ajustements et encore une fois de la donnée, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'apprenne à mon modèle acoustique ce que c'est que la donnée téléphonique par rapport à la réalité de ce micro, bien que là, il y a pas mal d'écho, donc ça serait aussi difficile pour un modèle acoustique, mais par exemple d'un enregistrement en studio. Et troisième base de connaissances, le dictionnaire de phonétisation. Le dictionnaire de phonétisation va faire correspondre à une entrée graphique, à des graphèmes, à des lettres, toutes les possibilités phonétiques et phonologiques qui existent. D'où un petit exemple, puisque j'ai évoqué pneu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la suite de lettres P-N-E-U, j'ai fait rentrer dans mon dictionnaire, automatiquement et avec quelques corrections manuelles, je dois l'avouer, les sons pneu et puis peu-neu, de façon à ce qu'un locuteur marseillais puisse être reconnu par mon système de reco et que lorsqu'il évoque pneu dans sa phrase, on puisse voir sur l'écran, puisque c'est ça un système de reconnaissance de la parole, le mot pneu s'afficher sans que ça soit autre chose. Donc un système de reconnaissance de la parole, ça fait en gros des sous-titres. Généralement, on fait des systèmes de parole en français contemporain adaptés à l'oral, typiquement dans des cas de sous-titrage, pour recevoir un français contemporain, courant, type chaîne d'information continue. Et ils sont appris sur toutes ces données. C'est-à-dire que le modèle de langage est appris sur toutes les transcriptions, sur tous les textes que l'on peut trouver pour pouvoir apprendre ce qu'est le français contemporain spontané aujourd'hui. Le modèle acoustique va entre guillemets, avaler, être nourri par énormément de WAV, c'est-à-dire de fichiers sons qui vont lui permettre d'apprendre la série, la suite de phonèmes en contexte. Et puis, le dictionnaire de phonétisation va permettre cette cohésion. Sauf que mon système, ça va être un système généraliste qui va certes faire un petit peu d'adaptation locuteur, s'adapter à la voix de chacun, et qui va transcrire ce que je dis, mais qui va trouver ses limites, principalement à cause des données, puisque parfois il va y avoir des mots hors vocabulaire. Un mot que j'ai jamais vu dans mon corpus, comment voulez-vous que mon système il le trouve tout seul? Alors, certains réseaux de neurones aujourd'hui arrivent à faire quelques petites choses, essayent de trouver, mais c'est très délicat. Donc, une des solutions, c'est de pouvoir élargir les corpus de données, voire les adapter, les cibler, de façon à ce que le système devienne parfaitement apte, y compris dans des cas terminologiques ou dans des cas particuliers, comme par exemple le sous-titrage d'une soutenance de thèse. J'ai souvenir d'avoir fait un système de reco qui, à partir du système générique de Broadcast News, a été capable de transcrire la soutenance de thèse d'une collègue. Cette collègue est spécialiste de thermodynamique des fluides, c'est passionnant, mais c'est très terminologique, c'est-à-dire que c'est une langue, c'est du français, mais c'est une langue qui a ses entités nommées, ses noms propres particuliers, sa structure de phrase, sa façon d'architecturer les mots, les éléments, et évidemment du vocabulaire anglais, du vocabulaire extrêmement terminologique, extrêmement ciblé, et donc un système qui n'a jamais vu ces données, qui n'a jamais appris ce type de langue, ne peut pas transcrire. Or, cette collègue, ses parents sont malentendants, et comme à chaque fois qu'on soutient sa thèse, on aime bien que la famille vienne aussi et puisse suivre non seulement l'exposé de la soutenance, mais également les questions avec le jury. Donc il fallait, puisqu'il était trop délicat de faire appel à un interprète, d'une part parce qu'effectivement c'est assez onéreux, et d'autre part parce qu'il n'était pas dit que cet interprète, qui n'était pas lui-même spécialiste de thermodynamique, soit en capacité de signer correctement tous les noms et toutes les structures de phrases. Donc il a été décidé qu'on lui ferait un système. On est donc parti du système générique et puis on lui a donné les bonnes données à apprendre. C'est-à-dire qu'on a donné le manuscrit de la thèse de cette jeune femme,
tous les articles qui ont été écrits sur le sujet, et on a essayé de pondérer le système grâce aux données, en conservant toute la base déjà apprise, mais en lui disant, a priori, ta cible, ça va être ça, donc tu apprends ça très correctement. En donnant un poids, d'où la pondération et le tuning, on utilise un jargon de mécanicien un petit peu, pour réussir à faire en sorte que le système soit en capacité de transcrire ses propos et les propos, en changeant de locuteur, de son jury. Ça a merveilleusement bien fonctionné parce qu'on avait à disposition suffisamment de données pour être en mesure de pouvoir apprendre cette langue et de pouvoir maîtriser, y compris acoustiquement, puisqu'on avait notamment utilisé des micro-directifs pour essayer de calibrer un petit peu mieux le son, de pouvoir lui permettre de, tout en fluidité, continuer son discours et oublier que son micro servait aussi au système pour transcrire devant ses parents, puisque ses parents avaient devant eux un écran qui transcrivait ce que leur fille était en train de dire. Donc voilà, un système de reconnaissance automatique de la parole a besoin, comme beaucoup de systèmes automatiques, comme tous les systèmes automatiques qui font du machine learning, de données d'apprentissage qu'on a besoin de travailler, de cibler, de normaliser, puis de pondérer pour pouvoir permettre au système une sortie. Alors évidemment, la pondération a parfois des défauts. Vous allez me dire, oui, mais dernièrement, l'histoire des CV qui fait que les femmes sont éliminées de la recherche d'emploi de facto, c'est un problème de données. Je suis bien d'accord. Il y a à la fois ce qu'on va appeler l'overfitting, c'est-à-dire du surapprentissage, et puis en même temps des biais qui font que dans les données d'apprentissage, il n'y a pas suffisamment de représentativité de CV féminin, ce qui fait que de facto, statistiquement, ils passent moins dans la machine. Et en sortie, ça produit effectivement les erreurs. Mais cette erreur, c'est bien d'en avoir conscience, c'est bien de lutter, et c'est bien d'aller analyser derrière quels sont les biais dans les données pour pouvoir recalibrer les données, rééchantillonner des corpus et pouvoir avoir cette conscience, puisque l'humain lui-même est tout à fait plein de biais, si j'ose dire. Donc en conclusion, je me permettrai simplement de souligner que l'IA est simplement un outil pluriel, qui alimente beaucoup de fantasmes et sur lesquels il faut quand même rester assez conscient des technologies, de l'alimentation par les données, des progrès mathématiques. Et les données, c'est le carburant de ce système, de cet outil. Et il faut absolument les analyser et par un regard subjectif qui peut être celui d'un linguiste, mais qui peut être celui d'un expert, qui peut être celui d'un statisticien, et objectif en faisant des distances, des calibrages, des distances de Malanobis, tout ça, des choses un petit peu mathématiques, mais qui ont le mérite de faire émerger dans les données, là, substantifiquement, les éléments les plus saillants. Merci de votre attention.